j'achète du quotidien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer simplement, si vous souhaitez vous présenter, vous représenter en une minute. Par galanterie, on va donner la parole à Madame Abba en premier. Donc je suis Bérangère Abba, j'ai 45 ans, 4 enfants, je suis chaumontaise et donc aumarnaise depuis toujours. Élue conseillère municipale en 2014, députée en 2017 et membre du gouvernement de 2020 à 2022. Merci. Monsieur Benz, en quelques mots, si vous souhaitez vous présenter. Oui, donc je m'appelle Christophe Benz, j'ai 34 ans, père de famille de 2 enfants. Je suis dans la vie enseignant et collaborateur auprès d'élus locaux et nationaux d'ailleurs. Voilà, donc je suis engagé pour mon pays, engagé pour défendre mes idées, mes convictions depuis maintenant 15 ans déjà. C'est votre positionnement, vous n'êtes pas de Haute-Marne, vous êtes parachuté comme on dit, voilà, comment c'est possible de ne pas connaître un territoire précis et de se présenter comme député? Bon, je vais le redire encore une fois, j'espère la dernière, l'élection législative c'était une élection nationale. Lorsque Marine Le Pen m'a proposé de relever le défi ici, c'était d'abord pour porter la voix des habitants de la Haute-Marne, en l'occurrence de la première circonscription, à l'Assemblée nationale. C'est ça le rôle d'un député. C'est le rôle d'un député. Voilà ma réponse. Oui, mais il faut peut-être connaître un peu le territoire quand même. Vous savez, je pense avoir rencontré plusieurs milliers de Marnais en quelques semaines. Puisque je l'ai dit, hein, vous le savez, je n'ai fait aucune réunion publique, je me suis consacré sur le terrain à les rencontrer en porte-à-porte dans des dizaines et des dizaines de villages. J'ai arpenté les rues et je suis allé à leur rencontre pour les écouter, pour prendre en compte leurs doléances, leurs souffrances, parce que, encore une fois, le rôle d'un député, c'est de faire le lien entre le local et le national. On va dire clairement à nos lecteurs, à nos internautes, le député demain n'a pas la possibilité d'appuyer sur un bouton pour stopper le projet de réorganisation de l'offre de soins Centre Sud Haute-Marne, ni même de l'accélérer. Néanmoins, parce que voilà, néanmoins son avis et son positionnement compte, est attendu. Ça ne vous a pas échappé, je pense, durant la campagne. Alors déjà, un petit mot, qu'avez-vous pensé de la mobilisation à Langres samedi? Plus de 2000 personnes dans la rue pour défendre l'hôpital de Langres. Qu'est-ce que ça dit selon vous, Monsieur Benz? Écoutez, ça dit qu'il y a une réelle colère et que les Haut-Marnais ne sont pas dupes. Ils savent ce qui est en train de se passer avec cette histoire et ils savent qu'à terme, à moyen et long terme, c'est le démantèlement des services de santé qui est malheureusement dans la continuation de ce qui se fait depuis des années. Permettez-moi de revenir sur une chose, puisque je vous parlais des villages que j'ai arpentés pendant des semaines et quand j'ai écouté les Haut-Marnais, le premier sujet, je dis bien le premier sujet, qui revenait, c'était la préoccupation liée à la santé. Et c'est pour ça que j'en ai fait d'ailleurs une priorité sur un engagement. Je me battrai comme député à l'Assemblée nationale justement pour porter ces dossiers-là prioritairement. D'autres, évidemment, mais celui-ci prioritairement. Pourquoi? Parce qu'il y a une inquiétude qui est profonde. Il y a 2 volets, il y a 2 problématiques. Il y a la problématique de l'hôpital public et le recul de l'offre de soins dans le public, et il y a la médecine de ville et de village, avec un désert médical, un des déserts médicaux les plus importants malheureusement. On a à peine un médecin pour 1500 habitants et c'est de pire en pire, puisqu'il y a un certain nombre de médecins qui ne sont pas remplacés lorsqu'ils partent à la retraite et très peu d'arrivées sur le territoire de jeunes médecins. Comme les milliers, j'ai vu 2200 ou 2300 personnes qui ont manifesté à Langres, je leur dis que je suis parfaitement en phase, que je les comprends totalement et que c'est l'enjeu majeur de la campagne, de la suite. Et que je l'ai dit, on en avait parlé chez vos confrères de France 3, je pense que c'est une fusion déguisée, je pense que c'est en fait moins de services pour Langres et Bourbonne, peut-être plus de concentration à Chaumont, mais je pense que dans tous les cas, les Haut-Marnais ont à y perdre. Et donc, je soutiens cette manifestation. Donc, on va revenir sur le fond du dossier. Madame Abba, que dit
Que dit selon vous la forte mobilisation à Langres de samedi? Comment C'est intéressant ce que dit Monsieur Benz sur ce dossier de la santé. Il nous explique pourquoi, mais par contre il ne nous dit pas comment. Comment il va faire. Voilà, parce qu'on a effectivement ce dossier qui est extrêmement important, structurant pour le Sud-Haute-Marne, avec tout de même des raisons d'être optimiste. Et cette manifestation, je crois qu'elle est plutôt rassurante dans le sens où effectivement tout le monde est vigilant. Il y avait là des élus, des citoyens qui sont aux côtés des médecins pour demander à ce que le service soit le plus pointu et dans une forme de proximité qui est absolument nécessaire sur nos territoires. Je défends beaucoup les spécificités de l'hyper-ruralité quand on connaît le tissu de nos communes sur un département comme la Haute-Marne, quand on connaît le vieillissement de la population, il nous faut absolument cette proximité. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai défendu dans les dernières années et a fortiori dans les derniers mois. Vous le savez, en tout cas, nous le savons, le système de santé et le groupement hospitalier du Sud-Haute-Marne est très fragilisé au niveau économique, d'abord, et ensuite parce que nous n'arrivons pas à faire venir des médecins, des spécialistes en Haute-Marne. À partir de ce moment-là, il fallait évidemment se mobiliser, sachant qu'il y a quelques mois, l'hôpital de Langres, du fait justement de la démographie du département, était clairement menacé, parce qu'à un moment, on ne peut pas mettre des hôpitaux partout sur un territoire sur lequel on compte une population si peu importante, alors même que nous avons à proximité, on pense évidemment à Dijon pour le Sud-Haute-Marne et à d'autres hôpitaux comme Vesoul ou Nancy ou comme Troyes et même la région parisienne pour certains. On a d'autres pôles de santé qui peuvent attirer effectivement les personnes qui ont besoin de se faire soigner. Nous étions face à cet état de fait avec le risque réel de perdre l'hôpital de Langres et de perdre cette proximité. Je me suis mobilisée pour qu'on maintienne nos 3 hôpitaux en proximité sur le Sud-Haute-Marne. Et ça, déjà, ça n'était pas acquis. Je peux vous dire que j'ai pas mal de collègues parlementaires qui aimeraient bien en avoir autant. Ensuite, dans le cadre du Ségur de la santé, nous sommes allés chercher des moyens. Parce que, 1, il faut résorber ces dettes qui sont extrêmement importantes. Et 2, si on veut se projeter sur un projet pérenne et inciter des médecins à venir s'installer, à venir s'investir dans ces équipements et sur notre territoire, eh ben, il leur faut un outil et il leur faut de quoi travailler correctement. Et donc, on est allé chercher avec le préfet Zimet et auprès d'Olivier Véran à l'époque, il y a quelques mois, nous sommes allés chercher plusieurs millions, 66 millions d'euros pour le Sud-Haute-Marne, pour nos seuls 3 hôpitaux de Chaumont, Langres et Bourbonne. C'est beaucoup plus que tous les départements limitrophes réunis. Il faut être conscient de ça. Quand certains départements limitrophes n'ont obtenu que moins de 10 millions, nous en avons obtenu 66 millions pour le Sud-Haute-Marne. Il nous faut aussi rétablir un dialogue avec l'ARS et avec la direction même de ce groupement. Et là, on le voit, il y a une défiance qui s'est installée. À partir du moment où on a négocié le maintien de nos 3 hôpitaux et des moyens qui sont extrêmement conséquents, à partir du moment aussi où ces 66 millions, c'est la part de l'État. Derrière, on promis de nous accompagner sur la base de ce projet de gradation de soins. Le département, avec sa casquette également de GIP, donc des moyens à nouveau très conséquents, et la région, et bien à ce moment-là, nous aurons, je crois, bon espoir de convaincre une communauté médicale de s'investir vraiment dans ces projets. Peut-être comment vous positionnez par rapport au projet effectivement que vient de décrire Madame Abba, en résumé, maintien des 3 hôpitaux, gradation de l'offre de soins avec, faut pas se mentir, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que la transparence, effectivement, n'a pas forcément été faite. Dans l'idée, un hôpital assez fort à Chaumont et un hôpital de proximité à Langres, ce qui soulève justement la colère de la population langroise, puisque dans ce cadre-là, il y aurait moins de services qu'aujourd'hui, notamment tout ce qui est chirurgie. Voilà. C'est pas acté, ça n'est pas du tout acté. C'est là que certains ont agité un petit peu ce spectre. On a bien compris quand même qu'il n'y aurait qu'un plateau technique. Non, ça n'est pas acté. Et moi, c'est quelque chose que j'entends aller défendre parce que c'est ce qui se dessine. C'est quelque chose d'ailleurs. Sauf que effectivement, l'ARS avait bien ça en tête. Mais Madame, je crois, permettez-moi de vous le dire, que les gens ne vous croient plus en fait. Et vous disiez les élus soutiennent votre démarche. Je ne crois pas. En tout cas, la majorité, je pense, est
très inquiète, comme les soignants, comme les médecins, comme les habitants. Et je crois vraiment, j'entends tous ces arguments-là. Hein. Je vous ai écouté sans vous couper, évidemment. C'est la courtoisie minimale, mais je veux dire, franchement, les gens ne vous croient plus. Donc, vous avez eu un mandat. Vous avez eu un mandat. Ben, écoutez, c'est très simple. Pour répondre à votre question, oui, je pense qu'il faut. Ce qui est en marche, sans mauvais jeu de mots. Vous l'avez dit, un député ne peut pas appuyer sur un bouton, c'est un sujet local, c'est pas le député qui aura les manettes sur ces décisions-là. Par contre, il peut peser, bien sûr, il peut peser auprès de tous les acteurs. Il peut être une espèce de, on va dire, de tampon diplomatique, on va dire, puisqu'il n'est pas intervenant direct pour réussir à mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est possible. Ben, c'est ça mon engagement, c'est tout. C'est très simple. Et évidemment, on le sait très bien, le risque, c'est de perdre les services. C'est de perdre les spécialités. C'est évidemment ça le risque, vous l'avez souligné, madame, tout à l'heure. Donc ça, par contre, je m'y opposerai, puisque si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, le problème du désert médical, c'est qu'on concentre les moyens dans les métropoles et que les territoires ruraux, en fait, en pâtissent. Il faut rééquilibrer les choses. Je disais aussi chez vos confrères, tous les Français payent les impôts, payent le même impôt. Qu'on habite en ville ou à la campagne, l'impôt est le même. On doit avoir accès aux mêmes services publics. C'est quand même pas compliqué, ce principe-là. Pour en venir à la question, le projet tel qu'il se dessine, vous dites stop. Je dis qu'il faut me remettre les choses à plat, parce que s'il y a une colère, il faut écouter, en fait. Voilà, il faut écouter. À partir du moment où il y a une colère, mais plus de 2000 manifestants à Langres, je pense que c'est extrêmement significatif. Hein. C'est beaucoup. Donc, je pense qu'il faut les écouter, il faut remettre à plat parce que, visiblement, il y a une peur. Alors, on les a pas que écoutés, on les a entendus d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait demain? Je veux dire, est-ce qu'on essaye de construire un projet sur ces moyens ou est-ce qu'on se dit, 66 millions, c'est pas grave? C'est du court terme. C'est du court terme. Quand je vais chercher les 66 millions au ministère de la Santé, quand je vais défendre et même exiger que l'on maintienne notre hôpital de proximité à Langres, je vous assure que le député est très actif. Sur le dossier, qu'est-ce que vous faites? On parle de quoi? Nous avons vraiment, là aujourd'hui, l'opportunité de reposer sur la table un projet pérenne avec des moyens derrière pour le mettre en œuvre. La responsabilité politique, elle est de fournir ces moyens. Le corps médical, aujourd'hui, Chaumont, Langres, Bourbonne, mais Bourbonne a ses spécialités, ses spécificités, je crois que ça pose moins de questions. Mais entre Chaumont et Langres, on doit vraiment se retrouver autour de la table et faire une proposition d'ici au mois de septembre sur ce qui nous paraîtrait le plus ambitieux et le plus raisonnable pour le sud du département. Et là, il y a un scénario, il y a quelques scénarios même qui se dessinent, qui pourraient être intéressants, qui sont ambitieux, mais c'est à ce moment-là, je suis en lien moi avec la ministre. Moi, je vois quelque chose qui se dessine de cet ordre qui serait très intéressant. C'est nouveau, effectivement. Ces gens-là, donc, puisque je vous l'ai dit, hein, je suis prioritairement allé dans les villages, et ils me l'ont bien rendu d'ailleurs au premier tour et je les en remercie, mais c'est surtout qu'ils se sentent oubliés. Vraiment, hein, je pense que c'est le terme qui revient le plus, c'est on se sent oublié. Personne ne vient nous voir, même des élus, hein, même des maires. Hein. Je vais vous dire que j'ai parlé à des maires qui m'ont dit mais personne ne vient nous voir, que ce soit les parlementaires, que ce soit la préfecture, etc. Les services, personne ne vient nous voir, ils se sentent délaissés. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel Marine Le Pen incarne quelque chose parce qu'elle a beaucoup parlé justement des oubliés, de la France oubliée, de la France délaissée. Et donc tout simplement, je pense que les gens m'ont fait confiance parce que Marine Le Pen me soutient et qu'elle incarne cette préoccupation, cette angoisse, vous voyez, cette angoisse, cette inquiétude. Et donc l'idée, moi maintenant, puisque c'est encore une fois le rôle du député, c'est de porter cette parole de la France rurale et de la France oubliée à l'Assemblée nationale. Alors, quand on entend par exemple que les territoires ruraux sont sous-dotés, objectivement, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les dotations, non, les territoires ruraux ne sont pas sous-dotés. Maintenant, on a des difficultés réelles. Ça va être le cas en termes de mobilité, par exemple. Ce qu'on a connu de la crise des Gilets jaunes, c'était quoi? C'est cette dissonance entre, d'un côté, les injonctions. Tout le monde sait que le dérèglement climatique est à l'œuvre. Tout le monde aimerait se passer de vieux diesel polluants et qui coûtent très cher, d'autant plus en ce moment. Seulement, quand on n'a pas les moyens de changer de véhicule, on regarde tout ça et on se sent coincé parce que quand on connaît la Haute-Marne, on sait très bien qu'au quotidien, on a besoin d'un véhicule, voire de 2 véhicules si on a des enfants et des rythmes de vie qui s'y prêtent. Donc, cette injonction contradictoire, elle est insupportable. Et le rôle politique, il est de donner des réponses concrètes, des solutions
dont tout le monde puisse se saisir. C'est la question, par exemple, du véhicule électrique en location à moins de 100 € par mois pour les ménages modestes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on fait une économie dans le budget des ménages, et 2, on a une solution au quotidien qui nous permet de nous dire, oui, j'ai besoin de rouler, mais au moins je fais ma part aussi, j'ai moins d'impact. Et ça, je trouve que c'est dans le réel, c'est dans le concret par rapport à notre quotidien. Il faut qu'on arrive à retisser cette confiance en montrant que concrètement, on agit pour ce quotidien. Après, plus les élections passent, plus le Rassemblement national s'ancre dans le territoire, on va dire, au Marnais. Parce que, pardon, excusez-moi, pour répondre à votre remarque, parce que justement, vous parlez de la confiance, mais je crois qu'il y a eu une rupture de confiance, en fait. Et vous, comme représentant de la majorité présidentielle, vous avez été secrétaire d'État dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, donc vous en approuvez son bilan. Puis je le remercie d'ailleurs pour tout ce que ça m'a permis d'obtenir pour le Haute-Marne. Et le bilan, il est, en tout cas dans la perception des gens, je peux vous dire, catastrophique. C'est-à-dire que comment dirais-je, le sentiment d'abandon dont je vous ai parlé, ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron l'a accentué le fossé qu'il y a entre les métropoles et la France rurale. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un tel rejet d'abord de sa politique, de la politique que vous approuvez donc, et je pense que c'est pour ça, par mécanique, que les gens se disent « essayons autre chose ». Marine Le Pen incarne mieux cette France-là, d'ailleurs les scores aux élections le montrent, ici en Haute-Marne, mais pour le coup c'est vrai dans à peu près tout le territoire national. Donc voilà, je pense que c'est pour cette raison-là, c'est parce que je pense que les gens rejettent la politique qui a des conséquences concrètes dans les zones rurales et qui crée finalement, qui fait du mal aux gens. Finalement. Qui crée de la souffrance, Une dernière question sur la ruralité, les éoliennes, qui sont aussi un débat permanent dans les campagnes. Votre position sur les éoliennes? C'est très simple. Elle est assez claire, je crois que je crois qu'elle est assez claire. On est pour un moratoire immédiat sur l'élargissement de l'éolien et à terme un démantèlement. Pourquoi? Parce qu'en fait l'éolien c'est une des rares énergies qui en fait n'est ni économique ni écologique. Il y a beaucoup d'autres solutions qui existent dans le mix énergétique dont on parle, mais pas l'éolien. L'éolien, c'est un scandale. Ça coûte énormément aux contribuables, c'est-à-dire qu'on paye des taxes. C'est en fait pas du tout écologique parce que une éolienne, pour la produire, il faut plus d'énergie qu'elle ne produira tout au long de sa vie. On ne sait pas comment faire pour enterrer un certain nombre de métaux, notamment les pales. Je ne sais pas si vous savez, il y a des pays dans le monde qui commencent à faire des cimetières de pales. On enfouit les pales. Enfin bref, c'est une énergie en plus qui est intermittente. Il y a beaucoup de conséquences, notamment sur les blocs de béton dans le sol, sur la biodiversité justement, sur l'écosystème. Ça crée des nuisances pour les habitants qui y sont proches, sans parler du fait qu'en plus c'est extrêmement laid. Bref. Parce qu'effectivement, la Haute-Marne est allée très très vite, comme le Grand Est est allé très très vite. Effectivement, nous participons déjà beaucoup en termes de production au niveau national sur le volet éolien, et il me semble aujourd'hui qu'il est bon de mobiliser d'autres énergies renouvelables. Maintenant, à nouveau, tout est affaire d'équilibre. D'abord, nous avons besoin des 3 piliers, parce qu'on ne pourra pas faire que des énergies renouvelables ou que du nucléaire. Il nous faut ce 3 piliers, d'abord de la sobriété, de la rénovation énergétique, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ensuite, les énergies renouvelables, mais à nouveau, les énergies renouvelables, il y a l'éolien, mais il y a le photovoltaïque, il y a la méthanisation. Ce sont des sujets qui sont extrêmement importants pour la Haute-Marne, parce que d'abord, ce sont des compléments de revenus pour les agriculteurs, et ils ont su très bien s'en saisir. Et ensuite, ça pose les questions, effectivement, de l'équilibre. L'équilibre en termes d'acceptabilité, quel dimensionnement on donne à la méthanisation pour trouver cet équilibre entre un apport d'énergie locale, un complément de revenus pour les agriculteurs et comment on évite les nuisances liées au transport de ce qui va nourrir ces méthaniseurs. On a aussi des perspectives sur le photovoltaïque, on a beaucoup de bâtiments agricoles, donc on peut actionner ces leviers-là pour participer au 2e pilier des énergies renouvelables. Et puis il y a un 3e pilier effectivement qui est celui du nucléaire, et là je suis curieuse de connaître à nouveau l'agenda, le calendrier de M. Benz, parce qu'effectivement j'entends que le Rassemblement national veut beaucoup miser sur le nucléaire, mais on a quand même besoin de parler du parc. Le nucléaire, c'est pour partie, comment dirais-je, notre souveraineté énergétique et politique et technologique. Donc on a la chance d'avoir une énergie qui, malgré tout, est décarbonée et finalement s'approche d'une énergie propre, même s'il y a évidemment la question de l'enfouissement des déchets, mais et qui concerne d'ailleurs notre territoire, donc évidemment qu'il y a un sujet. Sur les énergies renouvelables, sur les autres énergies, en dehors d'éolien,
Je suis pas du tout fermé à ce qu'on développe. Par exemple, le photovoltaïque, pourquoi pas. L'hydrogène, l'hydroélectrique. Enfin, il y a d'autres sources d'énergie qui pourraient être complémentaires au nucléaire. Mais je dis juste que donc là-dessus, voilà ma position. Je dis juste que parmi les énergies renouvelables, l'éolien n'en fait pas partie. En réalité, ce n'est pas écologique. Voilà, c'est ce que j'avais dit au début et je vous ai répondu entre-temps sur le nucléaire. On parle de pouvoir d'achat. Vous allez rencontrer un habitant qui va vous dire « Je ne sais pas comment je vais faire pour remplir ma cuve de fioul cet hiver. » Voilà, qu'est-ce que vous lui dites? Quelles sont les 1 ou 2 mesures phares que vous allez lui expliquer pour tenter de le convaincre et de le rassurer? Ce que Marine Le Pen a proposé pendant la campagne présidentielle et ce que nous proposons, les candidats soutenus par Marine Le Pen partout, et dont je suis, c'est de baisser la TVA. Il faut tout de suite baisser les taxes. La marge, on peut jouer dessus. Évidemment, si on passe de 20 à 5,5, de 20% à 5,5%, évidemment, tout de suite, ça a un effet. Ça, c'est plutôt une mesure, je dirais, d'urgence. On peut, pareil, en ce qui concerne les produits de première nécessité, on peut jouer sur ce même levier. C'est-à-dire baisser les taxes parce que les gens on parlait de déclassement, d'appauvrissement finalement. Il faut dire les choses. Les gens le ressentent comme ça. Ils disent, on s'appauvrit. On a de plus en plus de mal à financer. Bon, évidemment, le plein d'essence. Déjà. Enfin, je veux dire. Et puis, souvent, on nous dit oui. Alors, c'est la crise ukrainienne. Peut-être qu'elle a accentué le problème du prix de l'essence, mais en fait, ça avait commencé avant. Je pense qu'il ne faut pas être hypocrite, ça avait commencé avant. D'après des experts économiques, baisser la TVA, c'est beaucoup de sous pour l'État, peu pour les ménages. 13 € par an d'économie. Oui, alors les experts économiques sont ceux qui, depuis des décennies, disent ce qu'il faut faire. Les politiques en place font ce qu'ils disent, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Au quotidien, en ce moment, à la pompe, vous savez que on maintient ce bouclier tarifaire sur le gaz et sur l'essence jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'était essentiel parce qu'effectivement, la mesure sur la TVA, elle est complètement insensible. Enfin, on ne le verrait quasiment pas sur la facturette. Bah, ça a été, enfin, quand même, les économistes français ont calculé l'économie à 13 € par an. Je veux dire, c'est même pas 1/10 de ce qu'on a touché là en chèque énergie. Quand vous recevez le chèque inflation il y a quelques mois maintenant, parce qu'on est au pic effectivement de la flambée des prix au début de la crise ukrainienne, c'est quand même au total 30 milliards de dépenses pour l'État. Je veux dire 30 milliards, ils sont passés quelque part, ils sont passés en économie pour les Français, hein, c'est autant qu'ils n'ont pas eu à débourser. Donc on est quand même sur des paquets de mesures qui sont absolument exceptionnelles et qu'il va falloir effectivement retrouver aussi quand on supprime la taxe d'habitation, quand demain on va supprimer la redevance audiovisuelle, ce sont à chaque fois plusieurs centaines d'euros pour certaines familles, la redevance TV qui va arriver là en une fois et à sa suppression, vous gagnez 10 ans de votre budget sur la suppression de la TVA et qui plus est, j'y reviens, mais pardon. Vous supprimez la TVA sur les produits de première nécessité, mais la marge des distributeurs, vous n'allez pas en décider, vous n'allez pas leur imposer. Donc il faut encore espérer que les distributeurs jouent le jeu et réduisent la part de TVA que vous aurez supprimée d'autant sur la vente de leurs produits. Donc c'est quand même assez incertain comme mesure et en tout cas on le voit financièrement c'est peanuts par rapport aux mesures qu'on met en place.